Le 2 février dernier avait lieu à l'école secondaire Jean Dolbeau une journée d'information à l'intention des étudiants du secondaire. À cette occasion, des représentants du cégep de Jonquière et de Chicoutimi présentèrent aux étudiants les différentes options qui se donnent dans leurs institutions. Des artisans de la télévision communautaire de Dolbeau-Mistassini étaient présents à cette journée et ils ont bien voulu nous faire part de leur émission qui intéresse également les gens de la communauté du secteur normandin. Au moins là, qui sont informés un peu, qui sont orientés, qui savent où ils vont aller là. Ah bon. Bon, pour ma part, moi je suis allée dans les techniques de communication. Mais ça fait assez longtemps que je suis décidée d'y aller. Et encore, on a toujours quelques informations à demander. Et malgré que le matériel est arrivé en retard, ça c'est un petit défaut technique, puis c'est arrangé, parce que en fait le montage est arrivé, tout s'est bien déroulé. Comment vous avez trouvé l'atmosphère ici? C'est bon? J'ai trouvé ça bien différent de l'école où je vais. Différent, tu veux dire, c'est snob ou c'est contraire, c'est plus amical que là-bas? Je sais pas, moi, je connais pas beaucoup de monde ici, mais il me semble que les étudiants, c'est du monde comme les autres. Mais la mentalité, peut-être qu'on voit, disons qu'il y aurait plus de liberté ici, tu sais, plus de libertinage, disons. Bon, vous n'avez pas l'air d'avoir des règlements à tout casser, nous autres, c'est pas drôle. Ça t'explique, t'as fait où? À quelle école tu vas? À l'école Pilou, Saint-Vénitien. Qu'est-ce qu'il y a de différent? Bien, disons qu'on est 800, puis on a une discipline assez stricte, comme dans la salle, on n'a pas le droit de fumer, puis on a le costume réglementaire pour aller à l'école. Il y a certaines choses d'obligatoires, mais il y a d'autres choses comme, je sais pas moi, qu'on ne trouve pas ici, je veux dire, qui ne sont pas obligatoires. L'unité d'école, c'est drôle, tu ne vois pas vraiment, mais peut-être qu'aujourd'hui, c'est pas le temps parce qu'on est trois villes différentes de représenter, mais quand même, tu vois, quand tu rentres dans l'école, tu vois tout de suite s'il y a de l'ambiance ou s'il n'y en a pas. Ici, il y a de l'ambiance aussi, mais nous autres, on est obligés de suivre des règles strictes. Puis, je sais pas, quand tu vas ailleurs, ça fait pas pareil. Des fois, c'est fun quand même d'avoir un règlement à suivre. Je suis sûre qu'il y a des choses exagérées, mais quand même. Mais on dit strict, nous autres, mais c'est pas si strict que ça, parce que tout le monde, nous autres, les filles à notre école, ils disent à chaque année de les rallonger, mais ils sont courts, c'est comme ailleurs. Ça fait que, on dit bien qu'on a une discipline, mais on la suit pas pareil. Nous avons avec nous présentement 3 jeunes demoiselles de Normandin à lesquelles nous allons poser quelques questions. Qu'est-ce que vous pensez de cette journée d'information à Jean Dolbeau? Est-ce que, au point de vue renseignement, vous avez obtenu ce que vous désiriez savoir? Oui, mais seulement que je trouvais qu'il n'y avait pas assez tellement de choix. C'était bien réparti, mais il y avait beaucoup de... Il y en avait assez, mais il n'y avait pas encore assez pour le nombre d'élèves qu'on était. Donc, selon vous, on manquait de renseignements, on manquait d'inviter des cégeps pour nous donner des renseignements dont on avait besoin. C'est ça. Il manquait de choix. Il y avait beaucoup de choix, mais il n'y avait pas. Je sais pas comment dire ça. Est-ce que vous croyez qu'on a, par exemple, je sais pas, trop poussé sur le secteur professionnel et pas aussi sur le secteur général, ou inversement? Non. Non, je trouve pas ça. C'était bien réparti. Donc, dans les cours que je suis allée, moi, je trouvais que les renseignements étaient intéressants. Franchement, là, je pensais pas parler de même. Qu'est-ce que vous pensez de cette journée? J'aurais voulu que bien. Toutes les informations que je voulais, je les ai eues. L'ambiance aussi. Est-ce que vous pensez
pensez que l'organisation de cette journée d'information était vraiment ce que vous espériez trouver en venant ici à Dolbeau? Oui, ça me paraissait un changement que je voulais, mais je sais pas, j'aimerais ça faire ça, puis je vais m'enseigner. Si je suis capable, je vais le faire. Parce qu'avant, j'y avais pas pensé. Qu'est-ce que c'est au juste que tu aimerais entreprendre comme carrière au CV? L'assistante sociale. Est-ce que, parlons à l'avenir, est-ce que tu penses que l'assistance sociale, c'est un bon avenir ou tu le fais parce que tu faut faire quelque chose? Je le fais parce que j'aimerais ça. Et je me suis dit qu'il y avait beaucoup de débouchés. Surtout sur le côté spécialité. Est-ce que tu penses qu'en général, les jeunes entreprennent une carrière par conviction, c'est-à-dire parce qu'ils aimeraient vraiment ça, ou si tu crois que la plupart entreprennent une carrière parce qu'il faut aller quelque part dans la vie? On entreprend une carrière parce qu'on aime ça. Il faut faire quelque chose. Quand on n'aime pas ça, ça sert à rien de faire. Aujourd'hui, nous sommes à la classe de Marthe Légaré. Nous allons lui poser quelques questions. Marthe, pourrais-tu me dire qu'est-ce que c'est au juste la maternelle? Qu'est-ce que l'enfant vient faire ici? L'enfant vient, je pense, surtout pour apprendre beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'apprentissage qui se fait ici à la maternelle. Comme on peut dire que l'enfant se développe à tous les points de vue, au point de vue intellectuel, social, affectif, puis comme au point de vue physique aussi. Il y a bien des choses qu'il vient faire, puis qu'est-ce qui peut paraître curieux, c'est que tout se fait sur la forme de jeu. C'est tout ça, je pense. Je crois que plusieurs considèrent la maternelle comme une garderie d'enfants. Est-ce que tu es prête à dire ça? Non. Il y a une différence entre maternelle et garderie. Garderie, mais les parents viennent reconduire leur enfant pour les faire garder durant la journée, tandis que la maternelle, c'est pas du tout la même chose. C'est pas une place pour garder où on montre différentes choses à l'enfant. Par le jeu, par toutes sortes de choses. Non, l'enfant ne fait pas seulement jouer. L'enfant ne fait pas seulement jouer, mais mettons, toutes les activités qu'il va faire, c'est sous forme de jeu.
Okay.
Est-ce que tu vas voir comme tu vas voir comme Mon cheveu? Oui, toi aussi. Des beaux cheveux. Oui, oui. Oui, tu l'avais toi aussi. Mais Qu'est-ce bon. Regarde dessus, oui. Chez nous, là, il y avait beaucoup de chats. Oui, il y avait beaucoup de chats. Puis le gros chien, il a tué les chats. Le gros chien l'a tué. Mais moi, j'ai une chienne petite, puis il est à l'étable. Bon, regarde, on va regarder cette poésie en le lit. On avait des petits qui sont toutes là. On nous en reste 5 pièces, c'est le gros papa. Ah oui, c'est le gros papa. Bon, pour commencer, comment on s'assoit? On s'assoit, oui, sur son siège, comme ça. Là, bien assis pour bien regarder. Baptiste, ce que tu vas voir comme il faut? Oui. On va parler de la famille des chats cet après-midi. Combien il y en a de chats? 1, 2, 3. Oui. 1, 2, 3. On a 2 chiens. Oh. Je pense que si on se lève tout le temps comme ça, est-ce qu'on peut encore entendre? Est-ce qu'on peut avoir? Oui. Oui. Tu les as tués? Bon. On va regarder, commencer, puis après ça, ceux qui veulent parler, on va le dire chacun son tour. On a un gros minou et des petits bébés. Est-ce que c'est un gros minou? Oui. Comment elle s'appelle? C'est qu'il y a des petits bébés chats comme ça. La maman. La chatte, hein, la chatte. Et puis elle a des petits chatons. Oui, elle en a combien, celle-là ici?
On va les compter, veux-tu? 1, 2, 3, 4. Elle en a 4. Quelle couleur est-elle, ta maman? Oui, Toi, tu en as un de quelle couleur, toi, Richard? la couleur là. Quelle couleur? Quoi? Ah, quelle couleur, ça? Il est brun. Hein, brun. On a ça, nous autres. Toi, tu as... Toi, tu as la chatte. ça. Ben, moi, j'ai le noir, maman. Les autres, on a 2 fois carton. Un gris. Oui, il y en a un gris. Ils vont coucher. Ici, les petits chats, qu'est-ce qu'ils font, les petits chats, ici? Ils Ils se sont réveillés. Puis ils pleurent. Est-ce qu'ils pleurent? Non. Oui, ils jouent dans le lit de leur maman. Puis ici, qu'est-ce qu'ils font? Oui, ils sont en train de manger. Qu'est-ce qu'ils mangent? Ils sont en train de boire du lait. Pourquoi que les petits chats boivent du lait? Parce qu'ils vont grandir. Parce qu'ils ont soif aussi, puis c'est pour grandir. Hein, ils vont grossir. Ils vont grossir. Comme sa mère. Oui, Comme sa maman. oui, pour devenir grand comme la maman. C'est nous. Il y avait ça Oui, il est mort. Est-ce qu'on continue à regarder le lit? Oui. Michel, on regarde. Puis tu tournes de ce côté ici. Tu regardes là, ici. Oui, qu'est-ce que c'est? Avant, là, chez nous, on avait un petit chat noir, là, qui était beau, puis il avait mangé des pétacles d'avion. Oui, quand c'était un petit peu plus gros. Hein, Oui, là, on avait des petits jaunes comme ça, puis on lui avait donné toutes les choses, toutes petites plaques. Là, quand il était grand, là, il a donné des pétacles, puis il a tout mangé. Il a tout mangé. Oui, Nous Michel. autres, là, on a 2 petits chats, un brun puis un noir. Puis l'autre, là, puis des fois, ils sont toujours dans le temps. Ils sont toujours dans les thèmes. C'est pas grave. Est-ce qu'on continue à regarder le lit? Oui. Alors, qu'est-ce qu'ils font ici? Ils rient. Ils dansent. Ils sont en train de se laver. Hein? Ils se lavent avec quoi? Avec les chats? Avec la langue. Ils lèvent leurs pattes en avant. Oui, les pattes en avant, les pattes en arrière. Ah, ici, là, ils sont en train de jouer. Et puis on regarde comme il faut. Tu vois qu'ils ont au bout des pattes, des griffes. Hein, ils ont sorti les griffes, mais c'est juste pour rire. Qu'est-ce qu'il a dit? Oui. Nous autres, là, on a 2 chats, puis ils se calment. Ils se chicanent comme ça aussi. Oui. Pas juste pour jouer. Oui. Le papa, Michel, est-ce que tu as écrit qu'est-ce que Cathy a dit? Qu'est-ce que tu dis? Le papa s'appelle la chatonne. Il s'appelle la chatonne, mon papa. C'est ça? Le matou. Le matou. Aussi. Un matou peut aussi s'appelle aussi un chat. Un chat. Ça fait longtemps que je n'ai pas été au club du Cosmos. Là, t'es pas Il y a un chat chez nous là, qui s'appelle le matou, puis il est noir. Il est Oui, qu'est-ce qu'il y a ici? Oui, les chats nous regardent. Pourquoi tu penses qu'ils nous regardent? Regarde, veux-tu, en chantant, on va regarder le lit, puis après ça, on va regarder la chatte. Et puis, pourquoi tu dis qu'ils nous regardent, les chats? À cause son petit flingue, ils sont fins. Parce qu'ils sont fins. Les lions font partie de la famille des chats. Oui, parce que des lions, c'est des matous. Les lions, ce sont des matous. On avait une princesse à ta palette. Dame Norbert a quelque chose aussi à nous dire, Guy. Norbert. L'autre, on avait une princesse, puis elle doit être une mouche, puis elle tirait à bout, puis elle faisait la maline, puis moi, tout à l'heure, c'est plus capable de marcher. T'es plus capable de marcher. Ça dit docteur. Elle est chez le docteur. Mademoiselle. Oui. Moi, là,
Il est venu une chatte maline que m'avait graffiné sur le doigt, puis elle avait graffiné un petit bébé sur les orteils. Ici, les chats, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils jouent avec la tortue. Ils sont en train de jouer avec la tortue. Quand il met sa tête sur la tortue, il prend le papillon. Qu'est-ce qu'il essaie d'attraper? Un papillon. Mais le chat, il n'est pas capable de voler comme le papillon. Le chat n'est pas capable de voler comme le papillon? Maintenant, il saute. Pourquoi? Il saute. À cause, il essaie de sauter, puis le papillon est capable de voler. Le papillon vole. Pourquoi tu vole, le papillon? Parce que le papillon, il pousse. Les minous sont au gros. Les chats sont plus gros que les papillons, puis les papillons ont des ailes aussi. Les images sont de Nicole, une émission signée Michel et présentée par Viviane. Au revoir. Mesdemoiselles, Messieurs, vous avez reçu la semaine dernière une formule questionnaire au sujet de votre poste de télévision communautaire du secteur de Normandin. Il est d'une importance capitale que vous remplissiez ce questionnaire et que vous nous le fassiez parvenir le plus tôt possible. Il y va de votre intérêt, il y va également de la survie de votre poste de télévision communautaire. Veuillez prendre note des différents modes que vous pouvez utiliser pour nous retourner votre formule questionnaire. Vous pouvez tout d'abord le remettre à un étudiant de l'école secondaire de Normandin qui pourra le déposer au bureau du frère Ferland ou encore au bureau de l'abbé Denis Laroche. Vous pouvez aussi le déposer à votre caisse populaire dans votre localité. Il y a à cet endroit une boîte spécialement destinée à cette fin. Vous pouvez, en troisième lieu, nous l'envoyer par la poste à l'adresse suivante, TV communautaire, secteur de Normandin, école secondaire Normandin. Avant de terminer, permettez-moi une synthèse rapide. Remplissez votre questionnaire, faites-nous-le parvenir par un ou l'autre des trois modes proposés, c'est-à-dire, premièrement, le remettre à un étudiant du secondaire, deuxièmement, nous le faire parvenir par la poste, ou enfin, la déposer à la caisse populaire de votre localité. Alors, nous comptons sur votre collaboration et nous vous remercions beaucoup. Ont également collaboré à votre émission Ghislaine Boivin, Muriel Pinchot, Léo Bergeron, Daniel Hamel, Denis Harvey, Jean-Guy Dallaire, Régent Boivin, les étudiants du secondaire 2, Laval Dallaire, Diane Dion, Louis Portugais, Maurice Villeneuve, Réal Simard et Loris Tremblay, qui vous invitent à revenir à l'écoute du Canal 4 la semaine prochaine.
Parmi les nombreux services que nos caisses populaires offrent à la population, il y a celui des caisses scolaires aux élèves des écoles primaires. Ce petit documentaire pris au collège Henri Bourassa d'Albanel vous fera voir le fonctionnement hebdomadaire d'une caisse scolaire. Ici, nous avons des élèves de 7e année. Les élèves de chaque classe se nomment des responsables pour chaque fonction à accomplir. Celle désignée pour passer les enveloppes bordereau distribue à chacun des membres de la caisse scolaire son enveloppe bordereau. L'élève déposant remplit son bordereau selon ses économies de la semaine. L'économie chaque semaine. Faire un pierre et non, oubliez ça. Les jeunes inscrivent leur dernier solde paraissant dans leur carnet de caisse, plus leurs économies détaillées, font leur total et remettent le tout dans l'enveloppe bordereau. Ensuite, chacun va déposer son enveloppe dans la boîte numérotée pour sa classe. Un responsable prend la boîte avec tous les dépôts et va la porter au secrétariat. La caisse scolaire de ce milieu fut fondée en 1959 par le frère Benoît Louis. Elle compte 505 membres actifs, dont 50 à 70 déposants chaque semaine. Monsieur Éloi Cahouette est très intéressé par ce mouvement, car il est conscient que de nos jours, l'économie doit faire partie de l'éducation de nos jeunes. Sa secrétaire le seconde très bien par sa collaboration. Les jeunes qui participent à une caisse scolaire prennent leurs responsabilités et s'habituent à des méthodes de discipline et d'organisation qui leur seront sans doute très utiles plus tard.
La secrétaire reçoit la boîte de chaque classe, les classifie et en fait une caisse d'école. Nous croyons que bien souvent, ce n'est pas les jeunes qui sont dans l'aisance qui économisent le plus, mais ceux qui ont le bon vouloir et savent économiser le peu qu'ils retirent de différents services rendus à leurs parents ou à des voisins. Un jeune, nommé par l'école, vient chercher le coffret et va le déposer à la caisse populaire de sa paroisse. Nous voyons le sérieux du jeune qui est responsable des économies de toute l'école. Reçoit le coffret, l'ouvre avec la clé déposée à la caisse. Ensuite, elle fait l'inventaire du contenu. Elle prend chaque enveloppe, note le numéro de fiche, compte l'argent minutieusement et inscrit sur chaque fiche afin de faire les entrées. Les sous autant que les dollars sont pris en considération. L'on peut dire que l'opération de la caisse scolaire donne un surplus d'ouvrage, mais la caissière le fait avec le sourire, car pour le mouvement des jardins, c'est un futur membre. Selon une petite enquête, nous savons que quelques-uns de ces membres conservent leur compte d'épargne scolaire, même s'ils sont au secondaire ou sur le marché du travail. Jeune épargnant sera effectivement un citoyen économe plus tard. le reste non amorti, 3150. La ligne droite, ça signifie ni plus ni moins que l'amortissement est le même à chaque année, 350 $. Sur la méthode du solde non déprécié, prenons exemple un tracteur que vous avez acheté en 72. Alors, le taux est de 30%. Si on pouvait prendre d'autres méthodes de la ligne droite, le taux serait de la moitié, c'est-à-dire 15%. Ça n'existe plus pour l'avenir. Prenez l'achat 4000, l'amortissement en 1972, 1200. Même si votre tracteur, vous l'avez eu seulement une semaine ou même un mois, vous avez le droit de prendre 1200 d'amortissement. Vous pouvez prendre moins si
vous désirez. Solde à la fin de l'année 72, 2800. Amortissement 1973, 840. Solde au 31 décembre 73, 1960. Amortissement 1974, 588, et ainsi de suite. Vous pouvez comparer la différence ici. 1200 première année, 840, 588. Vous voyez que ça baisse à chaque année. C'est la méthode du solde dégressif. Vous voyez la différence ici. Ça veut dire que notre terre va durer une valeur de dépréciation de 20 ans. Notre tracteur, lui, va durer plus longtemps, mais plus ça va aller, plus les chiffres vont être moins élevés. Ça veut dire que le tracteur sera quand même un amortissement à peu près tout le temps que le gars va l'avoir. Aussi, c'est... On va venir à un moment donné que ça peut être seulement 1$ ou 2$. On ne peut jamais venir à zéro complètement à comparer avec celle-là. Si avant la réforme fiscale, l'amortissement sur mes actifs était à la ligne droite, est-ce que je peux continuer la même méthode après? Oui, vous pouvez continuer la même méthode qu'après, qu'en 1971. Tout ce que vous possédiez avant la réforme fiscale, vous avez le droit d'amortir selon cette méthode. Par contre, tout ce qui a été acheté à partir de 1972 ou après, la méthode du solde dégressif ou coût non amorti ou solde non déprécié, c'est la même chose. Si je vends un de ces actifs plus cher que la valeur nette, qu'arrive-t-il au profit? Il arrivera ceci. Vous avez des tables tout à l'heure qui avait un coût non amorti de 3150. Disons que vous l'avez vendu, ou bien vous avez passé au feu, vous avez reçu 5000$ d'une manière ou l'autre. Valeur au livre 3150, vente 5000, profit 1850. Votre table tout à l'heure était dépréciée selon la méthode de la ligne droite. Ce profit de 1850 n'est donc pas imposable. Ce n'est pas un gain de capital directement. Par contre, votre tracteur, vous le vendez 2000. Il nous restait un solde au 31 décembre 1974 de 1372. Faites donc un profit de 628 qui s'appelle récupération, qui est imposable. Ça veut dire qu'il s'ajoute aux autres revenus que vous avez. C'est la différence entre les deux méthodes. Disons que cette méthode-là, c'était une permission spéciale au cultivateur. Mais dorénavant, tout le monde va être traité sur le même pied. Comment doit-on amortir un instrument acheté en 72? Vous avez le droit d'amortir un instrument, même si vous l'avez acheté seulement qu'au mois de décembre, comme je vous disais tout à l'heure. Vous pouvez prendre l'amortissement complètement pour un an. Lors d'un échange de machinerie, si les prix figurant sur la facture sont plus hauts que la réalité, qu'est-ce qui arrive? Il arrive que ça peut pénaliser l'acheteur. Expliquons en détail. Vendons notre tracteur que nous avions tantôt. Nous avions donc un coût non amorti de 1372. Vous avez une allocation de change de 2500 qui figure sur la facture. Ceci vous fait ajouter votre revenu de la récupération pour 1128 $. Si, disons que la facture est faite, elle, à 5000 $, moins le change 2500, il vous reste donc à payer 2500 $ sur la différence sur votre échange. Il serait plus avantageux de mettre la juste valeur marchande ici. Disons que si c'est 2000, mais ça fait moins mal au contribuable de mettre 2000 que de mettre 2500 parce que ça lui fait moins de récupération. Il faudra faire attention à l'avenir lorsque vous faites un échange de machinerie, de ne pas souffler les prix parce que ça peut vous nuire en vous ajoutant de la récupération. Comment admettez l'achat d'un coton en 1972? Excusez. Bon. Dorénavant, depuis 1972, nous avons le droit de déprécier l'achat d'un quota qui a été fait en 1972. Supposons que vous en avez acheté un en 1972 de 3000 $. La moitié est amortissable,
c'est-à-dire une demi de 3 000, 1500. 10% par année. Ça te fait donc en 72 une dépense de 150, 73, 135, 121, 50 en 74 et ainsi de suite. Ça veut dire que la dépréciation est calculée de la même manière que si c'était un actif ordinaire, mais seulement la moitié du coût. Si je vends mon quota, qu'est-ce qui m'arrive? Il va vous arriver que si vous vendez votre quota, une certaine partie sera imposable, contrairement aux années précédentes. C'est une chose tout à fait nouvelle dans la réforme fiscale. Exemple, vous vendez votre quota en 72, 20% de votre vente est considéré comme revenu. En 73, 22,5%, 74, 25%, et ainsi de suite. Ça augmente de 2,5 par année. Pour qu'en 1984, qu'il y ait 50% de la vente du quota devienne imposable. Vous avez vendu le vôtre, monsieur, supposons, 4 000 $ en 72. 20% de 4 000 sera considéré comme revenu, 800 $. Maintenant, pouvez-vous nous parler de la réforme fiscale et surtout de la valeur marchande? Oui, disons que c'est la chose peut-être la plus compliquée, la valeur marchande. Disons que les renseignements à ce sujet-là sont assez peu nombreux pour nous autres et pour tout le monde. Disons que je vais essayer de vous renseigner le mieux possible, toujours en se basant sur des exemples. Nous allons passer au tableau. Disons que normalement, tout le monde devrait, au 31 décembre, faire l'évaluation de tout ce qu'il possède. Du moins, le fonds de terre et les bâtisses. Ce sont les principales choses sur lesquelles il peut y avoir de l'impôt sur les gains en capital. Alors, notre gars ici a fait son évaluation sur la valeur marchande au 31 décembre. Vous avez fonds de terre 10 000, 8 000, 6 000, instruments, quota, c'était pas nécessaire, on le demande quand même. Animaux, la même chose, et le roulant. Notre gars avait une valeur marchande de 45 000 $ au 31 décembre. Supposons que notre monsieur vend en 1975. Qu'est-ce qui se produit? La vente doit être faite normalement, toujours, valeur marchande, au moment de la vente. Fonds de terre 12 000, 8 000, 6 000, 4 000, 6 000, 9 000, 3 000 pour une vente de 48 000 $. Normalement, le contrat devrait être fait selon ces chiffres-là. Qu'est-ce qui se produit maintenant? Si la vente est faite à son fils comparativement à un étranger. Vous voyez qu'il y a ici valeur marchande, 10 000 au 31 décembre 1971. Elle a pris 2 000 d'augmentation de valeur au 31 décembre 1960. Au moment de la vente, disons, si c'est vendu au fils, il n'y a aucun impôt sur le gain capital sur le profit ici de 2 000. Les bâtisses, disons qu'elles ont été vendues au même prix que la valeur marchande, il n'y a donc aucun gain, aucune perte. La maison non plus, les instruments non plus. Le quota, disons qu'il a pris de la valeur, mais c'est pas un gain en capital, ça. C'est autre chose. Les animaux, 9 000, le roulant, 3 000. Bon. Qu'est-ce qui se produit s'il a vendu à son fils? Aucun impôt ici sur le 2 000 de profit. Ici, il n'y a rien. Ici non plus. Ici non plus. Nous sommes rendus en 1975. Tout à l'heure, j'ai dit que le quota une partie est imposable. Il a vendu 6 000. En 1975, c'est 27,5% du montant du prix du quota, qui me fait 1 650 de revenus imposables dans les mains du père. Les ventes d'animaux, normalement, pour la plupart des cas, ce sera la valeur des animaux sera considérée comme une vente. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez fait l'achat d'une vache ou 2 vaches, 3 vaches, pendant les années que vous avez fait vos rapports d'impôt, vous les avez passés aux dépenses. Maintenant, vous les vendez, vos animaux, vous les passez aux revenus. Ce qui ferait la récupération, si vous vendez à votre fils, sera de 10 650 de plus que vous aurez dans vos profits 1975. Ça, c'est si vous vendez à votre fils. Si vous vendez à un étranger, c'est pas pareil. C'est une permission spéciale qui a été donnée dans le nouveau discours sur le budget il y a environ 2-3 semaines. Si c'est vendu à l'étranger, il y a donc un gain de capital ici.
Vous avez la valeur marchande au 31 décembre 71. Valeur marchande et la vente en 75, 12 000. Il faut donc un profit de capital de 2 000 $. La moitié est imposable. Ça veut dire 1 000 $. Pour les autres choses, ça reste la même chose. Le coton, quand même. Les animaux, pareil. Pour le roulant, eh bien là, vous faites une perte de capital. Valeur marchande au 31 décembre 4 000. Ce roulant-là a perdu de la valeur. Ça fait donc une perte de capital de 1 000 $. La moitié de la perte est aussi déductible. Ça veut dire que le 500 ici vient se soustraire des autres choses semblables. Vous avez 1 000 $ de profit ici, 550 de coton, 9 000 d'animaux, 500 de roulant, ce qui vous fait un profit qu'il faut rajouter à son revenu de l'année 75 de 11 150. Que faire pour s'imposer le moins possible sur ces deux montants-là? Eh bien, c'est de faire l'achat d'une rente à versement invariable. Ça, si ce cas-là se produit chez vous, disons qu'il serait préférable de consulter un expert en la matière. Sur quoi se baser pour faire l'évaluation à la valeur marchande? Bon, disons que c'est une chose qui paraît un peu compliquée. Ça fait pas seulement que pareil, ça l'est. Disons que la meilleure chose pour se baser, c'est la meilleure personne qui peut évaluer, je pense que c'est le contribuable lui-même. On peut se baser sur une vente semblable qui s'est produite dernièrement dans un cas pareil. On peut prendre l'évaluation du système de comptabilité CANFAM. Disons que ceux qui étaient en 1971 sont supposés avoir reçu l'évaluation de chacun des actifs avec, à côté des chiffres, une colonne spéciale pour faire les corrections. Disons que ceux qui ne l'ont pas eu peuvent faire la demande. Ensuite, si vous avez des problèmes particuliers, disons que votre ferme est située à proximité d'une ville ou d'un village qui est susceptible de devenir, se transformer en terrain de construction pour les habitations, il serait préférable que vous consultiez un évaluateur agréé. C'est des cas particuliers. Disons que quelqu'un avant ça qui avait une ferme près d'une ville et qui vendait cette même ferme à un prix exorbitant, il n'avait pas un sou d'impôt à payer sur le profit. Maintenant, la réforme fiscale a été faite dans ce but-là d'imposer des cas semblables. Maintenant, quand va-t-elle servir? Disons que l'évaluation va servir seulement lorsque vous vendrez votre ferme ou votre bien en question. Ça peut être seulement dans 10, 15 ou 20 ans, mais c'est important de faire ça le plus tôt possible. Si dans mon bilan, j'ai une valeur pour 15 000 et qu'après l'évaluation, j'arrive à 30 000, qu'est-ce qui va se produire? Bon, disons que l'évaluation que vous ferez ou que vous avez fait, ça ne va pas à l'impôt, ça reste dans vos filières chez vous ou bien à nos dossiers. Ça va servir seulement qu'au moment de la vente. Peu importe la différence qu'il y a entre l'évaluation que vous avez faite et celle figurant sur votre bilan. C'est pour ça qu'ils vous permettent de faire l'évaluation, pour justement faire effacer cette différence-là. Mais l'évaluation, on n'en tient pas compte jamais dans le bilan. Ça continue comme d'habitude. Pourriez-vous nous expliquer quelle est la meilleure manière de vendre à son garçon qui a toujours travaillé sur la ferme? Bon, disons que ça, c'est des cas qu'il faudra faire de plus en plus attention à cause de l'impôt sur les dons. Disons que vous avez une ferme qui a une valeur marchande de 45 000 $. Vous vendez ça à l'un de vos fils qui a toujours travaillé avec vous. Vous lui dites donne-moi 15 000 $ puis la ferme est à toi. Comment organiser le contrat pour être complètement en loi sans avoir à payer d'impôts ou presque pas? Alors, toute transaction, peu importe que ce soit faite entre père et fils, père ou étranger ou quiconque, sera considérée à la juste valeur marchande. 45 000 moins l'argent que le fils va donner à son père, 15 000, il nous reste donc 30 000 $. Le père a le droit de faire le don d'une ferme une fois dans sa vie à un de ses fils
pour une valeur de 25 000 $. En plus, il peut lui faire un don annuel de 2 000 $. Ça me fait 27 000 $ en don dans la même année, non imposable. Il me reste donc 3 000 $ à organiser, payable. De quelle manière payer ça? Vous spécifiez dans le contrat payable à 2 000 $ par année, ou moins si vous voulez, mais c'est toujours question de maximum. Figurant un intérêt de 6 % minimum, alors, c'est 2 000 $ par année, capital et intérêt inclus. Qu'est-ce qui va se produire si vous faites le contrat à 15 000 $ seulement? On a toujours la valeur marchande 45 000 $, le 15 000 $ d'argent que le fils donne à son père, 30 000. Si le contrat fait de 15 000, puis si jamais ça va mal, il va se produire ceci. Vous avez un solde de 30 000, les dons 27 000 que vous avez le droit de faire. Vous avez donc un don imposable de 3 000 $ à 15 %. Ce qui veut dire 450 $ d'impôt. Le taux, c'est 15 % pour 25 000 ou moins. Maintenant, pouvez-vous nous fournir des explications sur le troupeau de base? Oui, je peux vous fournir quelques explications. Disons que c'est assez complexe. Supposons que vous vendez votre troupeau et que vous avez fait une demande de troupeau de base. Le moins qu'ils vous ont accordé, c'est les têtes de bétail que vous aviez lorsque vous avez commencé vos opérations. Disons que vous en aviez 20 et qu'elles avaient une valeur de 150. 20 têtes à 150 vous donne un troupeau de base de 3 000 $. Ce 3 000 $-là sera toujours déductible du montant de votre vente. Vous vendez, mais vos 20 têtes, là, vous aviez d'exemption, là, ont pris 50 $ de valeur. Alors, 20 par 50 nous donne 1000. Ce qui fait que 10 000 moins 4 000 nous donne un revenu de 6 000 $. Ça, c'est si la demande a été faite et acceptée par le ministère du Revenu national. Ça, c'est pour ceux qui ont demandé tout de base avant le 30 avril 1971. Ensuite, ceux qui n'en ont pas demandé. Qu'est-ce qu'on veut essayer de faire, au moins? Si une année, supposons qu'en 70, vous avez acheté 2 000 $ d'animaux, mais que nous n'avons pas passé aux dépenses, et que nous l'avons passé au bilan, nous l'avons entré comme actif. Vous prenez votre vente, 10 000 $ moins le 2 000 $ qui figure au bilan, ce qui vous imposera sur 8 000 $. Disons que ça va être accepté, ça. Ce qu'on veut demander en plus, on veut essayer au moins d'avoir le droit de soustraire de la valeur du troupeau, lors du début des opérations ou de l'acquisition. Supposons lorsque vous avez commencé à opérer que vous aviez des animaux pour 5 000 $, si c'est en 1950, il serait tout à fait normal que l'on puisse déduire ce 5 000 $ du montant de la vente lorsque vous vendez au complet. Que conseillez-vous à quelqu'un qui veut vendre sa ferme? Avant de faire toute transaction de grande importance, exemple, vendre votre ferme, il serait bon de consulter un expert en la matière pour voir les répercussions que cela pourra apporter. Disons que c'est pour faire votre transaction du meilleur moyen possible. Est-ce que je peux payer des salaires à mes fils sans que cela dérange les exemptions? Oui, disons que votre fils a le droit de gagner 1 050 $ sans que ça dérange l'exemption de 550. Disons que si vous avez 2 fils d'âge scolaire à la maison, disons 17 ou 19 ans, vous pouvez leur passer au moins 10 $ par semaine sans que ça dérange personne. Si j'ai reçu un ajustement pour le lait en 71, est-ce que j'aurais dû le déclarer? Oui, vous auriez dû le déclarer, contrairement à ce qui a déjà été dit par quelqu'un d'autre. Exemple, vous avez reçu 1 200 $ en ajustement pour soit le 50 cents ou le 60 cents, je ne suis pas trop au courant de ça. Là. Ils vous en ont donné du capital privilégié, qui rapporte 7 % d'intérêt. Plusieurs ont pensé que c'était pas un revenu parce qu'ils n'avaient pas encaissé d'argent. Ça ne dérange absolument rien.
Le 1200, c'est comme si vous aviez reçu un chèque et que vous l'ayez réinvesti. Alors, en 71, vous auriez dû déclarer votre 1200, l'ajouter à vos ventes de lait. En 72, l'intérêt, vous déclarez l'intérêt que rapporte le 1200 $.